terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Les méthodes de recrutement des terroristes varient selon les groupes, mais plusieurs stratégies communes émergent et s'articulent autour de 5 points. 1. Manipulation idéologique. Les recruteurs exploitent des croyances religieuses ou politiques présentant des narrations qui justifient la violence. 2. Utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont utilisées pour diffuser des contenus extrémistes pour établir des contacts avec des individus vulnérables. 3. Ciblage des communautés soi-disant marginalisées. Les groupes peuvent se concentrer sur des personnes ressentant une présumée aliénation ou une frustration, leur permettant de développer un sens d'appartenance et une identité en lien avec leur communauté. Au Niger, aucune communauté n'est discriminée. 4. Utilisation des relations personnelles. Les recruteurs se servent des relations familiales, amicales ou communautaires pour faciliter le processus de recrutement. Enfin, 5. Formation et endoctrinement. Les groupes offrent des formations qui incluent des sessions d'endoctrinement pour renforcer leur idéologie et préparer les recrues à des actions violentes. Chers concitoyens, si vous êtes en face de quelqu'un dont le raisonnement est construit autour de ces 5 points, sachez que vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, celui des terroristes. Le Niger que nous chérissons n'a pas besoin de ça. L'on ne dissertera jamais assez sur l'ampleur des atrocités commises par la colonisation française en Afrique. En partant sur les traces des effroyables massacres de la colonne Voulé-Chanoine en 1899 au Niger, des documentaires ont mis en lumière l'héritage de la violence coloniale et ses conséquences pour les descendants des victimes. Dès lors, comment leur rendre ce qui leur a été pris dans le sang? La mise en place d'une justice transitionnelle et de mécanismes de réparation suffira-t-elle à régler la question? Une des illustrations de cette barbarie de la colonisation française en Afrique est sans nul doute celle commise en 1899 lorsque la colonne Voulé-Chanoine débarque à Birninkoni. Mais l'héroïque résistance du Serkin-Koni, Mahamadou, face à la colonne, fera reconnaître à l'occupant français la bonne organisation stratégique de la cité de Kouani, causant de nombreux revers aux colons. Et malgré la chute et la destruction de Kouani, le Serki Mahamadou ne va pas abandonner les siens, choisissant même de rester sur place. Au total, la colonne Voulé-Chanoine, entre Lougou et Koni, commet des crimes indescriptibles, certains bilans faisant état de plus de 6000 morts au combat, sans compter des centaines de victimes torturées, certaines attachées et dévorées vivantes par des hyènes. Assurément, la cruauté des colons français n'avait ni qualificatif ni limite. Sous le haut patronage de son Excellence, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade, Abderrahmane Tiani, le parrainage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen, et la présidence du ministre de la communication, des postes et de l'économie numérique, Mohamed Sidi Raliou,
la radio-télévision du Niger, RTN, fidèle à sa tradition annuelle, organise du 21 au 27 mars l'édition 2025 de la Moussabaka sous le thème « La foi et la solidarité au service de la souveraineté nationale ». Une édition exceptionnelle sponsorisée par les plus hautes autorités de notre pays dans un contexte de résilience éprouvée grâce à la foi inébranlable et à l'engagement sans faille du peuple nigérien dans la quête effrénée de sa souveraineté pleine et entière. Les contributions des bonnes volontés peuvent être communiquées au numéro suivant 98 52 20 06 98 11 36 11 et 96 76 98 21. Zanchan Kassane, Labu Senino, Halale Dinon. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن Bonsoir à tous et bonne rupture et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le titre. Lancement ce matin de la Moussabaka RTN 2025, placée cette année sous le thème « La foi et la solidarité au service de la souveraineté nationale ». C'est le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie. Lancement officiel donc ce vendredi 21 mars 2025 à la maison de la télévision du Niger de la Moussabaka RTN édition 2025. Cet important événement a été présidé par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen en présence des membres du CNSP qui accordent une place importante à la promotion de l'islam. Ils sont au total 136 candidats à être enregistrés cette année pour la Moussabaka RTN placée sous le thème « La foi et la solidarité au service de la souveraineté nationale ». Nous y reviendrons dans quelques instants. Au Mali, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé cet après-midi la rencontre mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé. Dans la présentation des documents, on retient la bonne exécution des 14 mesures du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. À ce plan d'action s'ajoute l'adoption de réformes structurelles qui seront bientôt mises en œuvre. Le reportage. Un partenariat fécond entre les secteurs publics et privés en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social de notre pays. Tel est l'objectif assigné au cadre de concertation mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé. Pour cette 4e rencontre, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. De la présentation de l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il ressort que les 14 mesures adoptées s'exécutent à hauteur de souhait. Et dans le cadre des réformes structurelles, les fêtières ont fait des propositions. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats déjà obtenus par la mise en œuvre des réformes très court terme et qui étaient de nature à assurer la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Le deuxième point, c'est des réformes structurelles sur du moyen et du long terme et qui sont de nature à renforcer la base productive de notre économie. Et sur les 34 organisations professionnelles et privées qui ont été retenues par le Premier ministre chef du gouvernement, et chacune des organisations professionnelles a fait 2 propositions de réformes qui ont été installées dans une matrice, et ce sont ces réformes-là qui ont été présentées cet après-midi au Premier ministre chef du gouvernement.
Le Premier ministre a salué la présence massive des fêtières à cette rencontre qui traduit, selon lui, la nouvelle dynamique qui vise à examiner les préoccupations fondamentales et d'y apporter des solutions appropriées. Depuis sa création, ce cadre a enregistré des résultats satisfaisants. Il s'agit entre autres de la priorisation de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations à travers l'adoption et la mise en œuvre d'un plan d'action sur le court terme, de la prise en compte des préoccupations du secteur privé par les ministres sectoriels concernés, et enfin de l'élaboration en cours d'un plan d'action relatif aux réformes structurelles de notre économie. Ainsi, c'est l'occasion pour moi de vous exhorter à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs fixés dans la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, plus particulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et le domaine 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous exhorte à poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et sollicitations des organisations professionnelles et des fêtières. Il a enfin appelé les secteurs privés à plus de cohésion, car, dit-il, aucune action de développement ne saurait se réaliser sans l'union sacrée. Au Burkina Faso, après Ouagadougou du 22 février au 1er mars dernier, Bobo Dioulasso, capitale culturelle, accueille le mini FESPACO. Durant une semaine, plus d'une trentaine de films burkinabés et étrangers seront projetés dans divers espaces au bonheur des cinéphiles. La cérémonie d'ouverture de cet événement est intervenue ce jeudi 20 mars en présence du ministre en charge de la culture ainsi que des autorités administratives. Rapprocher le cinéma des populations de la cité de Sia, c'est l'objectif du mini FESPACO qui se tient du 20 au 23 mars 2025 à Bobo Dioulasso, une initiative du département en charge de la culture et du tourisme à travers le comité national d'organisation de la 29e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Vous savez que Bobo, c'est une ville culturelle. Bobo, c'est une ville également où nous avons de grands talents en matière donc, de création. Et venir à Bobo Dioulasso diffuser ce que nous avons comme crème, donc du point de vue de la création cinématographique, cela ne pouvait que nous interpeller. Promouvoir une industrie cinématographique forte et résiliente, c'est tout l'intérêt de la délocalisation de la Biennale du cinéma africain à Bobo Dioulasso. C'est presque un honneur pour moi. C'est la première fois que j'assiste à un mini FESPACO depuis le temps que cela a été fait. Donc, je dis déjà pour les premières impressions, elles sont super bonnes en tant que telles. Et c'est un honneur que déjà on me fait de m'avoir invité au niveau du FESPACO. Donc ça veut dire que les anciens, on en a encore besoin, c'est pas mal. Donc on fera tout ce qu'il faudra pour essayer de continuer la relève et de continuer à faire honneur à ce FESPACO. Bobo Dioulasso est une ville qui a toujours incarné la culture et la tradition. C'est pourquoi FESPACO Bobo n'est pas un simple hommage à cette ville, mais une affirmation de ses racines, un acte de promotion et de consolidation de notre patrimoine culturel. En parfaite harmonie avec les ambitions de la 29e édition du FESPACO, tenue sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle, nous affirmons haut et fort notre volonté de promouvoir une culture forte, indépendante et fière de ses racines, car comme le disait l'égyptologue Cheikh Anta Diop, la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Prix spécial humour, catégorie court-métrage à la dernière édition du FESPACO, le film Fulsare de Ismaël Compaoré et le 75 000 de Jean-Claude Ouedraogo, prix espoir du président du Faso, ont servi de lancement à ce mini FESPACO délocalisé dans la cité de Sia. Pour marquer la fraternité entre les peuples du Burkina Faso et du Mali, les gouverneurs des régions du Koutiala et du Sikasso sont présents à cette cérémonie.
Et comme annoncé, lancement officiel ce matin à la maison de la télévision de la Moussabaka, RTN édition 2025. Cet important événement a été présidé par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, en présence des membres du CNSP qui accordent une place importante à la promotion de l'islam. Ils sont au total 136 candidats à être enregistrés cette année pour la Moussabaka RTN, placée sous le thème « La foi et la solidarité au service de la souveraineté nationale ». Nafisa Badamassi. La Moussabaka est une compétition qui vise à promouvoir la mémorisation et la lecture correcte du Saint-Coran. C'est consciente de l'importance de cet événement que la radio-télévision du Niger RTN a fait de la Moussabaka sienne en organisant chaque année ce concours. Le lancement de l'édition 2025 présente une particularité. La présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et plusieurs autres personnalités. Ce qui témoigne l'importance que les autorités actuelles du pays accordent à la promotion de l'islam. Ils sont cette année 136 candidats à se présenter à ce concours. Placés sous le signe de la foi, du savoir et de la transmission des enseignements du Saint-Coran. Au nom du ministre de la Communication Ampichi, du directeur général de la RTN et de tout le personnel de la RTN, notre sincère gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, en particulier le CNSP et au gouvernement pour leur soutien constant aux initiatives visant à promouvoir notre religion, l'islam et aussi notre culture. Leur engagement dans l'éducation de l'islam est un pilier fondamental pour le développement harmonieux de notre société. Nous saluons nos précieux partenaires pour leur accompagnement, dont entre autres la BIN et surtout par la présence de son directeur général, sponsor officiel de cette noble compétition, ainsi que tous les partenaires qui, par leur implication, ont rendu la tenue de ce concours possible. Ils participent activement ainsi à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine religieux. Chers candidats, vous êtes les ambassadeurs de la parole d'Allah. Aujourd'hui, c'est le début d'une aventure spirituelle et intellectuelle. Vous êtes porteurs de lumière. Par vos voix, les versets du Saint-Coran vont résonner avec force et surtout avec beauté, rappelant ainsi à tous l'importance de la foi, de la patience et du dévouement. La présence des autorités au lancement de la Moussabaka réjouit à plus d'un titre les membres du comité d'organisation et les jurys qui ont tenu à les remercier. Les chefs d'état-major particuliers du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou, qui était présent l'année passée aussi au lancement de l'événement. Il a, au nom du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, encouragé les organisateurs et les candidats avant de les exhorter à multiplier les efforts dans les prières, la lecture du Saint-Coran et les douas pour le pays. En procédant au lancement de la Moussabaka RTN édition 2025, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a récité quelques versets du Saint-Coran. Il a par la suite rappelé les bienfaits du Coran avant d'encourager les candidats. Les propos, les consignes du chef de l'État qui nous charge de transmettre ses salutations, ses vœux de poursuite d'un très bon Ramadan
dans cette dernière décade qui correspond précisément à cette journée de vendredi, jour saint de l'islam, où des jeunes vont concourir. L'imam a fait référence à un verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faqarahu ma tayassara min al-Qur'an. Lisez de ce que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ceux qui sont ici vont au-delà de ça. C'est probablement des hafiz du Coran. Ce Coran-là qui est le livre saint, qui ne comporte aucun doute, qui est le centre de notre croyance. Et les ulémas qui sont ici, qui représentent le prophète alayhi salatu wassalam, al-ulama ou warisatul anbiya. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous sommes des petits talibés, nous sommes venus nous associer à cette journée mémorable. Je voudrais, comme l'a dit le colonel Ibro, souhaiter que vous continuez à prier pour la paix, la stabilité dans notre pays. J'aimerais que vous priez pour nos FDS qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je voudrais que vous priez pour que l'économie de notre pays, pour que la prospérité dans notre pays soit une réalité. Le président l'a dit, nous sommes derrière lui, nous avons l'intime conviction que n'eussent été les conditions dans lesquelles vous avez prié pour que notre pays soit en paix, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau-là. Donc continuez. Je dis bien que je ne vais pas faire un discours, je souhaite que le meilleur gagne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa miséricorde dans notre pays, qu'il nous protège, qu'il fasse en sorte que le Niger brille avec les deux pays de l'AES, que tous les pays africains, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi, du 21 au 27 mars 2025, les 136 candidats auront à compétir à travers la lecture du Saint-Coran, chacun selon son niveau. Comme chaque année, les meilleurs parmi eux seront récompensés. Notez que chaque mot que l'on récite du noble livre qu'est le Coran est une récompense. Au lancement de l'édition 2025 de la Moussabaka RTN, l'on note la participation de la Banque islamique du Niger, BIN, partenaire officiel de l'événement de cette année. Cet accompagnement fait partie de l'une des missions que la BIN s'est fixée, à savoir faire la promotion de l'islam. Nous retrouvons Nafisa Badamassi et Abdoulaye Hamidou. Pour cette édition 2025 de la Moussabaka RTN, c'est la Banque islamique du Niger BIN qui est le sponsor officiel. Un premier accompagnement à la radio-télévision du Niger RTN, marquant le début d'un partenariat qui s'annonce fructueux entre les deux institutions. Une banque de financement conforme à l'éthique musulmane qui a toujours soutenu ces genres d'activités. Cette année, nous avons jugé nécessaire d'accompagner en tout cas deux télévisions, notamment la RTN et la station régionale RTN de Zender. Donc ce qui nous motive aujourd'hui à accompagner ces télévisions dans l'organisation du concours des Saint-Coran, c'est pour trois raisons. La première raison, c'est le nom islamique, notre identité. On ne peut pas, en tout cas, dire que nous sommes une banque islamique et ne pas accompagner ce genre d'initiative. Le deuxième point, aujourd'hui, au moment où le Niger était rentré dans une situation, en tout cas, délicate, on a vu comment est-ce que le Coran a joué le rôle protecteur de ce pays-là. Donc aujourd'hui, pour nous, à la Banque islamique du Niger, c'est d'encourager ces jeunes-là qui sont en train de lire le Coran, d'apprendre le Coran et surtout pour ce mois béni de Ramadan. Donc voilà une façon de les motiver. La troisième raison, c'est vraiment pour promouvoir les produits de la finance islamique. À la Banque islamique du Niger, tous nos produits et services sont conformes, ils sont certifiés islamiques. Cette cérémonie de lancement de la Moussabaka a été aussi une occasion pour les représentants de la BIN d'expliquer le fonctionnement de la dite banque. Une banque islamique, c'est une banque qui n'est autorisée à ne faire que de la finance islamique. Et la finance islamique, c'est un système financier qui regorge d'un certain nombre de produits financiers alternatifs qui fonctionnent conformément à la charia. Or, la charia, elle a comme source principale le Coran
et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire la promotion de la finance islamique ne peut pas se faire sans le Coran, sans la connaissance du Coran. Raison pour laquelle il est tout à fait normal, en tout cas, que la Banque islamique du Niger accompagne l'apprentissage et les concours liés au Coran. Ainsi, pour toute conformité avec les prescriptions islamiques, la Banque islamique du Niger, BIN, est le partenaire idéal. Suite de cette édition, visite de travail au Niger, le ministre des Mines du Mali, Dr Amadou Keïta, a rendu visite ce matin à son homologue nigérien, le commissaire-colonel Abache Ousmane. La situation des mines au Niger, la politique minière et les perspectives de collaboration étaient au centre des échanges entre les deux personnalités, Abdelaziz Issaka et Abdoulaye Ali. La Confédération des États du Sahel est une réalité qui s'impose, qui se fortifie et qui favorise dans une vision souverainiste et partagée la mutualisation des intelligences pour le développement des pays du Liptako à travers les différents domaines d'activité. Cette visite du ministre des Mines du Mali à son homologue du Niger en est une parfaite illustration. Elle a consacré un cadre fraternel de dialogue et de partage d'expériences porté par deux autorités mues par la volonté de mieux servir leur peuple. Ainsi, elles ont exploré, à travers un exposé présenté par le directeur du cadastre minier, la situation des mines du Niger, avec un aperçu sur le potentiel minier, la politique minière et les perspectives. Puis la découverte de la Société des patrimoines des mines du Niger, Sopamine, et en dernière étape, une visite au Centre de recherche géologique et minière. Notre impression, c'est qu'aujourd'hui, le secteur minier au Niger, comme au Mali d'ailleurs, se remet des difficultés qu'il a connues, avec des réformes qui sont mises en place, et aussi avec une vision vraiment qui est axée sur l'idée que le secteur minier doit d'abord servir l'intérêt supérieur du peuple nigérien et aussi le développement de l'État. Et aujourd'hui, nous avons entrevu un certain nombre de pistes de collaboration que nous allons creuser. Et d'ores et déjà, nous sommes d'accord pour nous retrouver très prochainement pour mettre en place donc ces cadres de concertation, pour mettre en place ces partenariats pour que l'AES puisse sortir grandi, pour que l'AES puisse se développer sur la base de nos ressources. Le tableau de cette visite décrit par ailleurs parfaitement les motivations, les ambitions et l'engagement des ministres en charge des mines des deux pays dans la dynamique des chefs de l'État à refonder le secteur minier dans l'intérêt supérieur de nos nations. Ce matin à Niamey, des activités de l'assistance technique internationale pour le rajeunissement du parc automobile du Niger. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme entreprise par le ministère des Transports et de l'Équipement. Nana Maria Malaj Moutari et Issouf Samela. Il s'agit à travers cette cérémonie de mettre en œuvre un programme d'appui au rajeunissement de la flotte des véhicules de transport routier des marchandises et des voyageurs au Niger. D'ores et déjà, l'État a décidé, dans la mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière de transport, de mettre un accent particulier sur le développement des outils qui garantissent les services de transport de qualité au Niger. Les transports routiers est le principal mode de transport des biens et des personnes dans notre pays. Dans le cadre de sa politique nationale de développement, le Niger s'est fixé comme objectif le développement socio-économique durable à travers la lutte contre la pauvreté. Cette option proposée par le gouvernement à travers le ministère des Transports et de l'Équipement dans le cadre du projet corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey est motivée par la faible qualification professionnelle des opérateurs, la vétusté du parc de véhicules de transport et la faible rentabilité des entreprises de transport qui limitent leur capacité d'investissement. D'où la mise en œuvre du projet renouvellement du parc automobile de transport public des marchandises et des voyageurs qui s'intègre dans les dispositifs globaux de modernisation du secteur des transports routiers.
L'assistance technique du parc automobile du Niger vise plusieurs objectifs dont entre autres l'élaboration des textes qui servent de base juridique et qui limitent l'âge d'exploitation des véhicules de transport des marchandises et des transports communs. Les objectifs spécifiques de l'assistance technique sont élaborer une stratégie de récupération, de traitement et de valorisation des véhicules hors usage et prime à la casse, adossé à un mécanisme pérenne de renouvellement du parc des véhicules lourds de transport des marchandises au profit des opérateurs. Définir un cadre juridique pour la participation des banques, institutions financières et fournisseurs de véhicules. Mettre en place un dispositif fonctionnel de suivi et de contrôle des qualités de prestations et d'encadrement des bénéficiaires et des usagers dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système de transport et de transit. Le rajeunissement du parc automobile permettra au Niger de se doter d'un système de transport terrestre performant capable de soutenir les secteurs productifs permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Il est attendu de ce projet d'assistance technique internationale du parc automobile du Niger l'état des lieux et la réalisation des études ainsi que la mise en place des mesures d'accompagnement. À cet effet, toutes les mesures idoines ont été prises au niveau du ministère des Transports et de l'Équipement pour une bonne réussite de la mission de l'assistance technique du parc automobile du Niger. L'ambassade de la République populaire de Chine, en collaboration avec l'ONG Songe, a organisé ce matin une cérémonie de remise de kits alimentaires au profit de 50 familles à l'occasion du mois béni de Ramadan. Amadou Toudjani Oumarou et Ousmane Sani Abdou. Mois d'adoration, de solidarité, de partage, mais surtout de compassion. Le mois béni de Ramadan est une période où les valeurs d'entraide et de fraternité sont mises en avant. C'est ainsi qu'à travers la présente cérémonie de remise des kits Ramadan aux personnes vulnérables, la République populaire de Chine, par le biais de son ambassade au Niger, a exprimé sa solidarité et son amitié au peuple nigérien. Depuis l'Antiquité, les Chinois valorisent toujours l'amitié, la gentillesse et la générosité. C'est une vertu traditionnelle d'aider les démunis en temps de besoin. Comme un proverbe chinois a dit, aider autrui apporte du bonheur. Les valeurs gravées depuis des millénaires dans l'esprit chinois résonnent parfaitement avec l'esprit du Ramadan qui symbolise le partage, la générosité et la solidarité. Ces projets d'appui alimentaire aux familles nigériennes vulnérables, entièrement financés par l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger, est mis en œuvre par l'ONG Songe. Ce moment fort de solidarité et de partage est une véritable illustration des liens d'amitié qui unissent notre pays à la Chine. Le mois de Ramadan est une période de réflexion, de compassion et de soutien envers les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Ce geste altruiste de l'ambassade de Chine au Niger est composé de 50 kits alimentaires. Il apporte ainsi un réconfort aux familles bénéficiaires, leur permettant ainsi de passer les restes de ces mois sacrés dans la dignité et la sérénité. L'ONG Songe a saisi cette occasion pour décerner un témoignage de satisfaction à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger pour ses appuis multiples au peuple nigérien. D'autre part, la Oumma islamique a entamé la 3e et dernière décade du mois béni de Ramadan. Nos confrères de la station régionale RTN Dosso nous font un zoom sur les bienfaits et mérites de cette 3e décade. C'est un reportage de Omar Boubé et Harissou Garba. Le mois béni de Ramadan est une période de grâce et de pardon pendant laquelle le bon Dieu duplique les récompenses. En plus, ce mois renferme une partie dans laquelle les mérites sont davantage rehaussés qui est la dernière décade. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont des moments bénis dans la vie des musulmans. La ferveur qu'il y a autour de ces 10 derniers jours-là, ce n'est pas fortuit, c'est parce que ça a un fondement, n'est-ce pas, dans l'islam, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons, qui avaient l'habitude de se consacrer essentiellement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en redoublant la lecture du Coran. Les 10 derniers jours-là, on se mérite parce que la nuit de Laylat al-Qadr, justement, fait partie de ces 10 derniers jours-là. L'adoration pendant ces nuits-là est meilleure que l'adoration pendant 1000 mois. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que à la fin de ces 10 nuits, Allah subhanahu wa ta'ala aura des serviteurs à lui
qu'il va affranchir du feu de l'enfer. Le prophète, paix et salut sur lui, avait une approche particulière pour cette dernière décade du mois de Ramadan. Il a été rapporté par Aïcha, radiallahu anha, que quand arrivent les 10 derniers jours de Ramadan, qui d'ailleurs il faut le notifier parce qu'il y en a qui font des erreurs, les 10 derniers jours commencent avec la nuit du 21, avec l'habitude de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre chose, la retraite spirituelle est une sunna que les jeunes doivent revivifier. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait durant toute sa vie et après lui, ses épouses ont continué à faire le itikaf, qui consiste à se retirer à la mosquée au cours des 10 dernières nuits et se consacrer pleinement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre activité mondaine exclue. Jusqu'au jour, n'est-ce pas, de la fête, sortir, aller au Eid et revenir maintenant à la vie mondaine. Espérons alors que les frères et sœurs musulmans profitent au maximum de ces innombrables bienfaits et saisissent l'occasion pour implorer la clémence de Dieu afin qu'il nous descende davantage la paix et la quiétude sociale à travers une parfaite cohésion sociale et la solidarité entre tous les fils et filles de notre cher pays. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a rencontré ce matin les opérateurs économiques de la Chambre de commerce et les ordres professionnels du Niger. Objectif, informer et échanger sur le bilan du FSSP. Rachida Ali Abdou et Habibou Abdraman. Ce matin, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, Mme Barare Tijar-Makoy, a présenté le bilan des contributions et des dépenses du fonds devant les représentants des ordres professionnels du Niger. Cette rencontre a permis de faire le point sur les ressources mobilisées depuis la création du fonds et leur affectation dans le cadre du soutien au CNSP. Selon la présidente du FSSP, le fonds a recueilli plusieurs milliards de francs CFA grâce aux contributions volontaires des citoyens, des entreprises et des partenaires nationaux. Ces ressources ont été utilisées principalement pour soutenir les FDS et les projets socio-économiques. En dehors du moyen de transport, les véhicules, les motos militarisées, donc on a eu quand même des acquisitions en matériel technique, en matériel de transmission, des drones, etc. et d'autres types de matériel qui, au nom du respect des principes de sécurité, on ne peut pas les exposer. Les projets, comme j'ai eu à le dire, ça concerne les objectifs 3, les personnes déplacées, les objectifs 4, action citoyenne, objectif 5, création d'emplois. Donc, dans ce cadre, on a financé 3 projets, dont les 2 projets concernent spécifiquement la région de Difa. Pourquoi Difa? Parce que Difa était la région plus affligée à l'époque par l'insécurité. Les représentants des ordres professionnels et des opérateurs économiques ont exprimé leur satisfaction quant à la transparence affichée dans la gestion du fonds. Nous nous réjouissons un peu de ces conclusions, de ce bilan, et qui apporte une fraîcheur, pour ne pas dire des résultats probants, quand on sait que ce qui se passe sur le terrain nous inquiète, mais nous rassure surtout de voir un peu comment nos FDS travaillent et comment l'argent est réparti à bon escient. Je suis très ravi de constater ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Elle nous a expliqué de long en large le fonctionnement de leur structure. À l'endroit de la population nigérienne, nous sommes à 26 milliards. C'est insuffisant. Donc il faut vraiment contribuer, il faut aider. Et surtout qu'elle dit que les 80% des recettes sont dépensées dans la défense. Cette rencontre marque une étape clé dans la gestion du FSSP qui demeure un outil stratégique pour accompagner le Niger dans cette période de transition. Juste après la rencontre, la présidente du FSSP a réceptionné 4 contributions à son siège, 5 000 francs de Salif Ide, chauffeur à la retraite, 5 000 francs du groupement Sunna de Nialga, 20 000 francs d'une personne ayant requis l'anonymat et 5 000 francs du groupement Wafakai.
Le gouverneur de la région d'Ottawa a présidé ce vendredi la réunion du Conseil régional de sécurité en présence de tous les membres du dit conseil avec pour ordre du jour la situation sécuritaire et plusieurs questions d'intérêt général. James Tidier et Mahamadou Agoumou. C'est la salle de réunion du cabinet du gouverneur qui a servi de cadre à cette réunion du Conseil régional de sécurité sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Omar Tawaye, président du Conseil. Inscrit à l'ordre du jour de ces assises, la situation sécuritaire sur l'ensemble de 12 départements et 44 communes qui composent la région de Tawa, une situation sous contrôle caractérisée par une accalmie grâce à l'engagement et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui mènent un combat patriotique contre les forces du mal pour défendre la patrie et la libre circulation des personnes et des biens. À l'ordre du jour, toujours de ce Conseil régional de sécurité, le suivi des mesures d'interdiction de circulation des motos dans certaines communes de la région de Tawa, notamment les communes de Bazaga, Alela, Bagaroua, Tebram et Takanamat, des mesures qui visent essentiellement à lutter efficacement contre les bandes criminelles et autres trafics. Autre préoccupation, l'objet également de ce Conseil régional de sécurité, l'opération dénommée Tsorankasa qui a sa deuxième phase et plusieurs questions d'intérêt général ont fait l'objet d'échanges et de partages au cours de cette réunion au cours de laquelle le premier responsable de la région, le colonel-major Omar Tawaye, a transmis à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région de Tawa pour leurs multiples exploits contre les forces du mal, les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées, qui fait la question de la paix et la sécurité la priorité des priorités de son programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Toujours dans la région d'Ottawa, le préfet du département d'Abalak a présidé mercredi dernier une cérémonie de présentation d'une importante quantité de drogue saisie par les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, une moisson estimée à plus de 16 millions de francs CFA. Ali Oumarou. La drogue saisie par les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Ortis le mercredi 16 mars 2025 lors d'une fouille opérée au poste de police d'Abalak sur la route sortie Agadez est composée de 44 800 comprimés d'amphétamine, dont 4 000 comprimés de tramadol, 19 500 comprimés de diazépam et 21 300 comprimés d'Exol d'une valeur marchande estimée à 16 560 000 francs CFA. Il a été également présenté 2 boules de cannabis pesant 2 kg saisies le 6 mars 2025 au même poste de contrôle. Nous appelons la population à plus de vigilance, plus de coopération et de collaboration pour mettre le projet de ces bandits, de ces trafiquants, à nu. Je tiens à rappeler cet exploit-là, n'est-ce pas, à votre bon sens, pour que vous puissiez mettre en œuvre un peu le moyen qu'il faut mettre à la disposition du service occultiste. Ou un cri de cœur au niveau des autorités pour que l'Office central de répression du trafic de stupéfiants, en tout cas l'antenne d'Abalak, puisse avoir des moyens motorisés, des moyens en termes de véhicules et en termes du personnel qui fait du faux. Le président du tribunal d'instance d'Abalak s'est réjoui de la lutte que mènent les forces de défense et de sécurité contre le trafic de la drogue. Le préfet du département d'Abalak a lui salué le professionnalisme des agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Je salue vraiment le courage et la détermination des agents de la direction de la police d'Abalak et en particulier l'antenne pour tous les sacrifices. Ils font montre d'une abnégation vraiment inouïe. Je profite de cette occasion pour les adresser des salutations, des encouragements des plus hautes autorités de ce pays. La vigilance doit être de mise afin de barrer la route à ces trafiquants et au-delà à tous les ennemis du Niger en cette ère de souveraineté. Restons à Tawa où la direction régionale de la police a abrité 2 cérémonies de présentation de 2 trafiquants de drogue et de 2 jeunes ayant enlevé et assassiné un enfant de 4 ans. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Ali Oumarou et Mahamadou Agoumou.
ce mois béni de Ramadan, une affaire défraie la chronique à Tawa. En effet, 2 jeunes gens, l'un âgé de 21 ans et l'autre de 18 ans, ont enlevé et assassiné un enfant de 4 ans. Un des jeunes criminels travaillait pour le compte du père de l'enfant assassiné. Il profite ainsi de la confiance placée en lui et enlève l'enfant de son patron avec la complicité d'un de ses amis. Les 2 jeunes criminels amènent l'enfant dans un jardin avant de réclamer une rançon de 5 millions de francs CFA au père de l'enfant, tout en envoyant à ce dernier un numéro de contact. Le père de l'enfant dit au gang qu'il ne possède pas la somme de 5 millions de francs CFA et se rend immédiatement au commissariat pour informer la police de la situation. Trop tard, les 2 kidnappeurs ont assassiné le petit garçon de 4 ans et jettent le corps dans un puits. Après avoir commis le forfait, les 2 jeunes criminels vont encore réclamer 200 000 francs CFA. Alors la police engage une enquête et arrête les 2 kidnappeurs. Ce que vous voyez, ce sont les 2 criminels, la chemise du petit enfant enlevé et assassiné et le numéro de contact du gang. La deuxième cérémonie, elle implique 2 trafiquants arrêtés en possession de 2 boules de cannabis de 2,425 kg, une moto servant au transport de la drogue, 4 téléphones portables et une somme de 210 000 francs CFA. Devant ces situations, le colonel-major Oumar Tawai a été ferme. On est là pour féliciter, pour encourager l'ensemble des forces de défense et de sécurité et plus précisément donc, le personnel de la police nationale, donc ici présent, qui ont pu faire ce travail de professionnel. Donc c'est pour dire que vraiment ces jeunes-là, ils ont commis un acte très grave. C'est difficile d'arrêter le trafic de la drogue, mais quand même, il faut mettre le maximum pour réduire les risques. Et c'est en ce sens que j'ai dit qu'il faut aussi que la population fasse beaucoup attention. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, comme vous le savez, ont foi au travail que les forces de défense et de sécurité font pour ramener la sécurité, la quiétude sociale au sein des populations nigériennes. Le procureur de la République région de Tawa a déclaré que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Inch'Allah, nous allons rassurer la population que la justice de son côté ne va pas faillir et que les sanctions seront très sévères. Oui. Mais au-delà de cela, nous ne manquerons jamais l'occasion d'encourager et de féliciter les FDS et particulièrement la police qui traque sans répit les criminels de tout acabit. Le directeur régional de la police nationale de Tawa demande un appui en faveur de la police afin de démanteler les réseaux criminels. On profite pour remercier nos enquêteurs. Dès qu'il y a un incident de sécurité, ils se mettent à l'œuvre et rapidement la solution est trouvée. J'appelle les pères de famille d'être plus regardants par rapport aux fréquentations des enfants. On a vu ce petit-là, il a été victime de la familiarité des gens qui ont côtoyé sa famille pendant longtemps et qui finalement ont attenté à sa vie. Enfin, les autorités régionales de Tawa appellent les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre les réseaux de trafiquants et de criminels. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'eau, édition 2025, prévue ce samedi 22 mars, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, en collaboration avec la Nigérienne des eaux et la Société de patrimoine des eaux du Niger, a organisé ce matin une visite terrain à la station de traitement des eaux de Goudel. L'initiative a pour objectif d'apprécier le dispositif mis en place dans la continuité du service par le gouvernement du Niger après la nationalisation de la SIN. Gérard Abdelaziz, Souleymane Boubacar. La station de traitement des eaux de Goudel, objet d'une visite du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA ce vendredi matin. Organisée en collaboration avec la Nigérienne des eaux N2E et la Société des patrimoines des eaux du Niger SPEN en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'eau, édition 2025, prévue le samedi 22 mars, l'initiative a pour objectif d'apprécier le dispositif mis en place dans le cadre de la continuité du service par le gouvernement du Niger après la nationalisation de la SEN devenue N2E. À cet effet, les journalistes ont suivi les explications de Abdou Saleh Maman Hadi, responsable de la station de pompage de Goudel, et de Kabiru Aliada, chef du service production de la N2E, relativement au processus de traitement du pompage des eaux à partir du fleuve Niger au refoulement de l'eau potable dans les réservoirs ou châteaux d'eau en passant
par la prédécantation, le répartiteur, le filtrage qui se fait à ce niveau avec du sable fin provenant de la région de Maradi et la désinfection. Les journalistes ont aussi visité la centrale électrique d'une capacité de 3,6 MW. En cas de coupure d'électricité, les deux groupes électrogènes qui la composent consomment 800 litres de gasoil par heure. Le laboratoire central a constitué la dernière étape de cette visite. La N2E a deux autres laboratoires secondaires, l'un à Maradi et l'autre à Zender. Elle projette de doter chaque région d'un laboratoire. Ces laboratoires, il faut le préciser, permettent de faire les analyses requises pour la qualité de l'eau, pour la N2E, mais aussi et surtout pour d'autres services et des particuliers. La visite qui s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la SPEN a permis aux journalistes de constater les efforts consentis par le gouvernement en matière d'investissement et de renouvellement du matériel à travers la N2E et la SPEN pour garantir l'accès à l'eau potable aux communautés. Les compétences ont toujours été nigériennes, même avec ceux à qui vous faites allusion. Il y a combien de personnes qui sont venues d'ailleurs? 2 ou 3. C'est les Nigériens qui font le travail. Et les Nigériens ont développé une expertise pendant plusieurs années, une expertise qu'on peut aujourd'hui vendre même à l'extérieur. On n'a pas de soucis en ce qui concerne le personnel. Le Niger a bien fait de nationaliser la société de production, de transport et de distribution des eaux. La preuve, elle se porte mieux maintenant et s'emploie à améliorer la desserte en eau potable des populations nigériennes. Les équipes consentent beaucoup d'efforts pour rationaliser la ressource à notre disposition et également pour optimiser et améliorer la production au fil du temps. Vous avez pu voir, vous avez pu apprécier les installations et vous avez vu que c'est chaque heure que nous procédons à la qualité de l'eau. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, donc cette qualité-là. Vous avez pu voir donc l'eau, la clarté de l'eau qui sort de nos installations. La visite a permis au REGEA de comprendre l'important travail qui est abattu par les travailleurs de la N2E, composés uniquement de Nigériens, pour fournir de l'eau potable à la population. Et cette dernière, dans le contexte actuel de quête de souveraineté à tout point de vue, doit soutenir les efforts des autorités à travers la N2E. Je félicite la Société de patrimoine des eaux, je félicite la N2E, mais également je félicite le gouvernement du Niger qui a fait de l'eau un outil de souveraineté nationale. Mais j'ai quelque chose à dire. Si nous voulons réellement que l'eau reste et demeure un outil de souveraineté nationale, il va falloir que nous gardions à l'esprit deux choses. La première des choses, il faut que tous les abonnés sans exception, payent leurs factures d'eau au prorata de leur consommation. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément, il faut que nous soyons capables d'alerter la société en cas de fuite d'eau. Vous savez, dans les quartiers, souvent les tuyauteries peuvent se casser et nous laissons des eaux partir. Ces eaux constituent une énorme perte pour la société. Donc si nous voulons maintenir l'équilibre de la société, il va falloir que nous soutenons les efforts de cette société, nous soutenons les efforts du gouvernement, mais également nous pensons à d'autres solutions alternatives qui vont nous permettre de garder cette société nationale pour qu'elle puisse mobiliser autant de ressources, faire de nouveaux investissements et de nouveaux branchements pour ceux qui n'en ont pas. Et surtout, les gaspillages de l'eau, il faut qu'on l'évite. Retenez que la journée mondiale de l'eau est célébrée partout dans le monde. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de l'eau dans nos vies et la nécessité de protéger cette précieuse ressource pour les générations futures. Et c'est ce que fait chaque année le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. À présent, le journal de l'Alliance des États du Sahel, les nouvelles du Mali et du Burkina Faso, à travers nos reporters de ces pays et aussi du Niger, à travers les activités des ressortissants de la Confédération de l'AES. C'est sous la supervision d'Abdoulaye Koulibaly et c'est en partie magazine de cette édition. Bonsoir.
Nouer un partenariat fécond entre les secteurs publics et privés en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social de notre pays. Tel est l'objectif assigné au cadre de concertation mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé. Pour cette 4e rencontre, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. De la présentation de l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il ressort que les 14 mesures adoptées s'exécutent à hauteur de souhait. Et dans le cadre des réformes structurelles, les fêtières ont fait des propositions. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats déjà obtenus par la mise en œuvre des réformes très court terme et qui étaient de nature à assurer la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Le deuxième point, c'est des réformes structurelles sur du moyen et du long terme et qui seront de nature à renforcer la base productive de notre économie. Et sur les 34 organisations professionnelles et privées qui ont été retenues par le Premier ministre chef du gouvernement, et chacune des organisations professionnelles a fait 2 propositions de réformes qui ont été installées dans une matrice, et ce sont ces réformes-là qui ont été présentées cet après-midi au Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre a salué la présence massive des fêtières à cette rencontre qui traduit, selon lui, la nouvelle dynamique qui vise à examiner les préoccupations fondamentales et d'y apporter des solutions appropriées. Depuis sa création, ce cadre a enregistré des résultats satisfaisants. Il s'agit entre autres de la priorisation de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations à travers l'adoption et la mise en œuvre d'un plan d'action sur le court terme, de la prise en compte des préoccupations du secteur privé par les ministres sectoriels concernés, et enfin de l'élaboration en cours d'un plan d'action relatif aux réformes structurelles de notre économie. Ainsi, c'est l'occasion pour moi de vous exhorter à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs fixés dans la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, plus particulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et le domaine 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous exhorte à poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et sollicitations des organisations professionnelles et des fêtières. Il a enfin appelé les secteurs privés à plus de cohésion, car, dit-il, aucune action de développement ne saurait se réaliser sans l'union sacrée. Rupture collective ce jeudi 20 mars, ici à la 2e région militaire. Une initiative de l'aumônerie des forces de défense et de sécurité en collaboration avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées sur le champ d'honneur. Cette année, les musulmans, les chrétiens sont dans le mois de carême. Et cette organisation a été faite par l'ensemble des 3 aumôneries militaires musulmans, catholiques et protestants. Et nous sommes très heureux de voir la mobilisation de ce soir qui montre l'unité, la solidarité et aussi que la population est avec les FDS. Et ça nous donne encore le courage, l'énergie de continuer. Invité de marque à cette cérémonie, le ministre de la Défense accompagné d'une délégation malienne. Donc, l'épreuve que nous vivons, si nous tirons les leçons nécessaires de ces épreuves, nous allons en sortir très grandis et très développés. Mais pour cela, il faudrait qu'on fasse très attention à la manœuvre de l'ennemi et de l'impérialisme de façon générale, qui tente de nous diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il a toujours fait depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des médias mensonges. Il y a ceux qui sèment la zizanie, qui tentent, à travers les réseaux sociaux, de nous diviser en amenant une guerre communautaire dans nos pays. Ils ont tenté, ils sont passés par tous les chemins, ça ne marche pas. Mais on sent qu'aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur ce terrain. Et je le dis toujours, nous sommes un peuple unique, et accepter que nous sommes tous pareils et que nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir avancer.
Autorités administratives, coutumières et religieuses, FDS et population civile dans la même ferveur religieuse ont pour la circonstance prié pour le raffermissement des liens sociaux et pour le retour de la paix au Faso. Mali Digital Awards est une aventure qui a commencé il y a 4 ans, mais depuis que du chemin parcouru. Plus de 3000 jeunes ont accédé à des formations ou à des financements grâce à Mali Digital Awards. Mais Mali Digital Awards lance désormais un nouveau projet entièrement dédié à la formation. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape cruciale, la naissance de Mali Digital Accelerator. Cette initiative, fruit de 4 années d'efforts, est bien plus qu'un simple programme. C'est une promesse faite à notre jeunesse, à nos entrepreneurs, à tous ceux qui croient que le digital peut transformer le Mali. Cet établissement sera logé à Sibi et formera plusieurs générations de jeunes Maliens. La toute nouvelle directrice annonce déjà les ambitions fixées pour cette nouvelle école. Nos objectifs: accompagner 50 startups la première année, former plus de 200 jeunes entrepreneurs et professionnels du digital, faciliter les levées de fonds et l'accès aux investisseurs, créer un fonds d'investissement pour soutenir la croissance des startups. Le département en charge de la communication et du numérique s'engage quant à lui à être toujours disponible pour aider à l'éclosion de ces nouveaux talents numériques qui vont transformer le Mali. Le Mali Digital Accelerator s'engage à fournir un soutien structuré et continu à nos entrepreneurs à travers un environnement favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ce soutien se manifeste de plusieurs manières. Il s'agit de l'accès facilité au financement, l'accompagnement sur mesure, grâce à des experts nationaux et internationaux pour fournir les conseils et la formation nécessaires à la réussite des entreprises. La mise en réseau stratégique avec des investisseurs, des institutions partenaires et les acteurs clés de l'écosystème du numérique. Avec cet engagement, il est clair que le gouvernement croit en la jeunesse et en son pouvoir de transformer le Mali sur le plan numérique. Il croit en l'éclosion de talents au service d'un Mali émergent. Rapprocher le cinéma des populations de la cité de Sia, c'est l'objectif du mini-FESPACO qui se tient du 20 au 23 mars 2025 à Bobo-Dioulasso, une initiative du département en charge de la culture et du tourisme, à travers le comité national d'organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Vous savez que Bobo, c'est une ville culturelle. Bobo, c'est une ville également où nous avons de grands talents en matière donc, de création. Et venir à Bobo-Dioulasso, diffuser ce que nous avons comme crème, donc du point de vue de la création cinématographique, cela ne pouvait que nous interpeller. Promouvoir une industrie cinématographique forte et résiliente, c'est tout l'intérêt de la délocalisation de la Biennale du cinéma africain à Bobo-Dioulasso. C'est presque un honneur pour moi. C'est la première fois que j'assiste à un mini-FESPACO de Bobo. Depuis le temps que cela a été fait. Donc, je dis déjà pour les premières impressions, elles sont super bonnes en tant que telles. Et c'est un honneur que déjà on me fait de m'avoir invité au niveau du FESPACO. Donc ça veut dire que les anciens, on en a encore besoin, c'est pas mal. Donc on fera tout ce qu'il faudra pour essayer de continuer la relève et de continuer à faire honneur à ce FESPACO. Bobo-Dioulasso est une ville qui a toujours incarné la culture et la tradition. C'est pourquoi FESPACO Bobo n'est pas un simple hommage à cette ville, mais une affirmation de ses racines, un acte de promotion et de consolidation de notre patrimoine culturel. En parfaite harmonie avec les ambitions de la 29e édition du FESPACO, tenue sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle, nous affirmons haut et fort
notre volonté de promouvoir une culture forte, indépendante et fière de ses racines, car comme le disait l'égyptologue Cheikh Anta Diop, la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Prix spécial humour, catégorie court-métrage à la dernière édition du FESPACO, le film Fulsari de Ismaël Compaoré et le 75 minutes de Jean-Claude Ouedraogo, prix espoir du président du Faso, ont servi de lancement à ce mini-FESPACO délocalisé dans la cité de Sia. Pour marquer la fraternité entre les peuples du Burkina Faso et du Mali, les gouverneurs des régions du Koutialé et du Sikasso sont présents à cette cérémonie. Et nous vous revenons pour ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Ce vendredi 21 mars 2025, le village de Fambita, commune rurale de Kokourou, a fait l'objet d'une attaque barbare perpétrée par les terroristes de l'État islamique du Grand Sahara, EIGS. En effet, c'est vers 14h, alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière collective du vendredi, que ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté. Non satisfaits de leur ignominie, ils ont systématiquement incendié le marché et les habitations au cours de leur repli. Le bilan provisoire communiqué par les forces de défense et de sécurité déployées en intervention s'établit ainsi qu'il suit. 44 martyrs, tous civils, 13 blessés, dont 4 graves pris en charge. Cet acte ignoble commis un vendredi, jour saint de l'islam, dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, illustre à suffisance que les terroristes et leurs commanditaires ne défendent aucun idéal religieux. En tout état de cause, ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis. Les auteurs, co-auteurs, commanditaires et complices seront traqués et poursuivis devant les juridictions compétentes pour répondre de leur forfaiture. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient également à rassurer les populations nigériennes de la détermination inébranlable des forces de défense et de sécurité à poursuivre ce combat pour la souveraineté. Un deuil national de 72 heures sera observé sur toute l'étendue du territoire national et des drapeaux seront mis en berne à compter du samedi 22 mars 2025. Signé le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire par intérim, le général de corps d'armée Salif Oumodi. Paix aux âmes des disparus et bonne réception quant à la suite de nos programmes. L'on ne dissertera jamais